Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureux de me joindre à vous cet après-midi pour parler des textes numériques. Je veux insister sur le fait que ces textes ne peuvent pas être lus sans aucune spécification de contexte. Autrement dit, il est impossible pour quelqu'un de saisir le sens d'un texte sans savoir comment il a été créé. Vous devez vous rappeler que les textes numériques ne sont liés à aucun espace ni à aucun temps, ce qui signifie qu'ils sont imprévisibles d'une certaine manière. Bien qu'ils ne puissent être lus sans spécification contextuelle, on découvre chaque jour quelque chose de nouveau à leur sujet. Blablabla. Bla, bla. Donc, ou encore, si on veut poursuivre, bonjour à toutes et à tous, je suis heureux de me joindre à vous cet après-midi pour parler des textes numériques. Je tiens à souligner le fait que ces textes ne peuvent pas être lus sans les spécifications du contexte qui ont permis d'en établir les significations. J'aimerais définir ici pour vous le contexte. Le contexte est l'idée que l'on ne peut comprendre les idées et les pensées des autres que si on connaît l'histoire sociale, culturelle, historique ou géographique qui y a conduit ou parce qu'elle influence leurs pensées d'une manière ou d'une autre. Les textes numériques sont créés par le biais de la technologie et utilisent divers moyens de production de textes en ligne, tels que du texte, des images, des vidéos, des animations et même des émissions en direct. On pourrait poursuivre. Ces deux entrées en matière, qui annoncent la perspective que je souhaite défendre, ont été générées à partir de deux phrases initiales, ici surlignées, qui ont été soumises à l'outil Shortly AI et traduites par l'outil de traduction automatisé DeepL. On y perçoit deux embranchements possibles à partir de l'idée de contexte. D'abord, une remontée à l'origine des textes, ensuite une prise en charge de leur plurisémioticité. L'enjeu d'emblée ne se situe pas dans ces amorces de développement, mais plutôt dans des questionnements simples. À travers ces textes générés, qui parle? Est-ce moi, le locuteur réel, moi en tant qu'individu, moi représentant le discours critique associé au champ littéraire? Plus encore, quel est le propos de cette double entrée en matière? Quel sens convoit-il? Ces textes, comme exemple d'une mécanisation de la langue, sont-ils interprétables? Interprétables pour leur contenu sémantique ou plutôt pour ce qu'ils représentent dans le contexte où se situe l'actuelle présentation? S'agit-il au sens strict de texte? Dans une vision commune partagée, il n'y a pas à douter de la réponse. Mais dans le cadre d'une réflexion plus approfondie, balisée par des travaux déterminants proposés depuis un demi-siècle, plusieurs ayant été évoqués depuis ce matin, je le devine, la tentation est grande d'y voir une problématisation de l'idée convenue de texte. Pourtant, il me paraît contre-productif de s'attacher à une conception trop rigide de la notion de texte. Peut-on conjuguer des affirmations abstraites dans une approche absolutiste? Le texte est, et tenir des propos où ces affirmations sont modulées par des éléments de contexte. Le texte, en contexte numérique, est. La concaténation de perspectives est une source évidente de glissement et d'ornières méthodologiques dans le développement de la pensée. L'exemple proposé dans l'appel, qui a été rappelé ce matin, à ce que j'ai pu voir, donc cette critique vilipendante de Raffaele Simone à l'égard de la textualité numérique, me paraît bien illustrer ces amalgames délétères pour une pensée que l'on souhaite rigoureuse. Vous avez lu le passage, je ne vais pas insister, mais bon, le livre n'est plus l'emblème de notre connaissance qu'il est figé dans une forme fixe et la rendait transférable, partageable. Le texte n'est plus cette entité complète, immobile, reproductible. Cet énoncé témoigne d'un aveuglement tant historique que médiatique. Il y a cette idée délirante, malheureusement répandue à l'égard de la forme du livre, qui en ferait un support éditorial totalement stable depuis Gutenberg. C'est là réduire à néant la complexité des objets et pratiques étudiés par nos collègues en histoire du livre. À cette idée se greffe celle d'une généralisation abusive de la nature du livre, du texte et de leur composition. Il n'y a pas qu'une seule forme de livre, il n'y a difficilement qu'une définition type de texte, avec des caractéristiques établies de totalisation du sens, de relations octoriales claires et de possibilités manipulatoires définies. Il paraît nécessaire de ramener au devant de la scène la diversité des pratiques textuelles et médiatiques et de travailler à saisir leur complexité plutôt que de chercher à la réduire. Ma posture est ici celle du littéraire, du poéticien pragmatique. Et c'est depuis cette position, et non celle de linguiste, que je parlerai aujourd'hui,
pour ajouter quelques arguments complémentaires à vos propositions. J'emprunterai également une perspective énonciativiste, héritant de la démarche labovienne, mais adhérant surtout au cadre tel que Goffman les entendait. C'est dire que la situation du texte, notion qui a été abordée, je crois, par Dominique Maintenot, m'importera particulièrement, me donnant des outils pour interroger cette conception large et générale du texte et du texte numérique, et pour l'inscrire dans une vision plus large. J'essaierai de montrer comment on peut difficilement faire l'économie de l'écosystème énonciatif pour se saisir des montages sémantiques propres aux textualités numériques. En mettant en avant la dimension processuelle du texte numérique, puis la nécessaire saisie de sa force performative, je pourrais le réinscrire dans une dynamique large qui tisse les enjeux proprement technico-médiatiques aux enjeux sémantiques et interprétatifs auxquels nous nous intéressons quotidiennement. On dira souvent qu'on discute d'un texte, formule heureuse, puisque le texte est un donné, une trace, dont l'existence est concrète et indiscutable, qui a l'avantage d'une stabilité intrinsèque. C'est là un point de vue favorisé en études littéraires pour éviter la dérive interprétative par de jeunes lecteurs et lectrices trop éblouis par l'aura de la figure de l'écrivain, de l'écrivaine. La perspective immanentiste est heureuse parce que contrôlée. Elle vise à échapper aux abductions honteuses sur l'intention d'auteur et à canaliser la légèreté interprétative possible devant un texte trop obscur, trop métaphorique. C'est une solution de repli, une facilité pédagogique peut-être, car nombre de textes, nombre d'œuvres appellent à la saisie, à la compréhension de leur origine. La fascination pour la génétique textuelle en témoigne largement, même si une part de cette exploration obnubilée cherche plutôt à reconstruire le vécu d'un individu érigé en icône esthétique ou en figure politique. Comprendre l'origine. Cette attitude est particulièrement associée, dans le corpus qui nous occupe aujourd'hui, aux textes générés par intelligence artificielle. Dans ce cas singulier, l'intérêt à révéler la gestation du texte, de l'œuvre, ne provient pas d'une quelconque aura symbolique, mais au contraire de la volonté de saisir rigoureusement la singularité de ce texte. En effet, il est difficile, à la lecture des textes générés, d'identifier des traces de leur nature, disons, particulière. Lire un texte généré est en soi un contresens. Ce qui unit le texte et sa génération, c'est le résultat que constitue le texte, qui n'a rien de singulier en lui-même. Assemblage, somme toute, cohérent de mots, respectant la syntaxe, soumis à une relative cohésion sémantique. La relation du texte avec sa génération, c'est plutôt celle d'un produit avec sa matrice, d'un objet avec les outils qui l'ont sculpté. On pourra dire que la relation se définit en creux, comme l'œuvre et son moule, mais elle est néanmoins déterminante. Plus encore, c'est dans l'élaboration de l'œuvre que cette relation prend corps. Une telle participation à la création n'est pas anodine, mais pas unique. On passera à toute forme de contrainte, depuis l'inspiration puisée dans les 4 saisons jusqu'aux règles oulipiennes dont parlait Cécile ce matin, jusqu'à la règle des 3 unités ou celle du sonnet, par exemple. On peut associer à cette mise en perspective l'incidence des interfaces dans la configuration des écrits, l'interface de Word influençant différemment l'écriture que le Markdown ou encore l'engoncement du texte dans la case « Quoi de neuf » de Facebook. Ces environnements configurent à leur façon la rédaction et l'inscription de texte, incarnant avec force cette notion précieuse d'énonciation éditoriale développée par Souchier et Jeanneret. Ici, le média véhicule une partie du sens, il oriente même la lecture du texte qu'on y insère. Le parallèle avec la génération automatisée de texte est-il abusif? Pour sûr, la génération s'appuyant sur de l'apprentissage machine impressionne davantage que les 100 000 milliards de poèmes de Raymond Queneau. La dimension humaine y semble davantage réduite à un jeu d'ajustement de boulons et d'écrous. Pourtant, les mécanismes se trouvent sur un même spectre, à des positions différentes, bien sûr, mais impliquant une même logique. Associer la créativité humaine ou sa maîtrise du langage à des processus génératifs. Et c'est ce parallèle qui nous incite à recadrer différemment notre intérêt pour les textes générés.
Ce qui en fait la profonde singularité, ce n'est pas tant le rejet de l'autorité de la personne humaine que la potentialité textuelle inhérente à ces processus génératifs. Ce qui impressionne, ce n'est pas la lettre des prolongements textuels que l'outil a effectivement produit aux deux phrases que je lui soumettais, dont je vous donnais l'exemple en entrée de présentation. C'est plutôt la masse potentielle de texte qui pourrait être produit grâce à cette modalité générative. En cette curieuse inversion de perspective, l'infinie variabilité du texte numérique, dont parlait Jean-Michel Adam, s'impose à nos yeux dans sa possibilité d'existence, plutôt que la nature ambiguë d'un texte généré, dont les caractéristiques immédiates ne laissent aucunement deviner son origine mécanisée. Cette idée de variabilité vient très clairement accuser les limites d'une théorie du texte trop centrée sur le caractère statique de ce texte. Si pour les causes d'une proposition théorique à développer et à illustrer, on discute d'un état précis d'un texte donné, la réalité, elle, est généralement plus complexe et vient fragiliser cette idée de la persistance à travers le temps et les lieux de publication de cet état précis d'un même texte. L'exemple des textes générés, on l'a vu, suggère une variabilité infinie à partir d'un même noyau initial. La question paraît également centrale, bien que modulée, dans les cas d'écriture collective. À cet égard, les pages Wikipédia sont exemplaires. À la discussion qui a cours dans un onglet, une discussion souvent mouvementée, correspondent ainsi, dans l'onglet de l'historique de la page, une pluralité d'interventions octoriales sur le texte. Ces coécritures, qui sont parfois des écritures concurrentes, participent d'une démarche partagée, l'écriture de la page Wikipédia. La démarche wikipédienne incarne parfaitement la notion d'éditorialisation que Bruno Bachimon a tranquillement fait migrer vers le champ technologique et que Marcello Vitellio-Rosati a largement articulé pour bien saisir la dynamique propre aux écrits numériques. Cette participation large à l'organisation du sens et des modalités de circulation des contenus numériques met en lumière la décentralisation des figures de l'auteur et de l'éditeur, au profit d'une collaboration ouverte et continue dans l'établissement de ces contenus, notamment textuels. À la dimension collective de ces pages et de leur écriture s'adjoint une mise en évidence assez radicale de la processualité intrinsèque du texte numérique. Alors que des dizaines ou des centaines de personnes contribuent à l'écriture d'une page Wikipédia, qu'écrivent-ils en réalité? Force est d'admettre que le texte désigné par cet acte d'écriture est un texte profondément mouvant, qui se définit par l'absence fondamentale de stabilité. C'est là la caractéristique même de la plateforme. Mais pour le formuler autrement, que cherche-t-il donc à écrire conjointement? D'un même mouvement, avec des vectorialisations qui ne sont pas toujours convergentes, toutes ces plumes visent à la mise en place d'un texte idéal. Un texte idéal qui n'est jamais atteignable en raison de cette idéalité, en raison aussi de la confrontation de plusieurs conceptions de cette idéalité, mais aussi de la variation même des savoirs sur une question. De façon analogue au texte généré, mais dans une configuration différente, l'intérêt des pages Wikipédia se situe davantage dans la confrontation entre les états de texte coexistants, concurrents, et donc dans leur relative instabilité. Plus encore, leur intérêt réside dans cette quête inatteignable du texte idéal, exigée et rendue possible par le mécanisme du wiki, ainsi que par les pratiques discursives, culturelles qui s'y raccrochent. La processualité paraît certes hypertrophiée dans ces deux sous-groupes singuliers de textes numériques. La génération automatisée mobilise une mécanisation avancée du langage, alors que les pages Wikipédia sont largement déterminées par l'interface ouverte de contribution à leur trame textuelle. Pourtant, nombre d'autres écrits numériques, à commencer par les œuvres littéraires numériques, se définissent par cette dimension et requièrent en quelque sorte une lecture tenant compte de leur processus de constitution. Le caractère contraignant de la plateforme Twitter, dans le Madeleine Project de Clara Baudou, par exemple, est indiscutable. Visible, structurant, modelant, Twitter en informe lourdement l'écriture. Plus encore, pour prendre un exemple moins tonitruant,
J'évoquerai ici la novella numérique Breathe de Kate Pullinger. Cette histoire, mobilisant une trame propre à susciter la frayeur du lectorat, du jeune lectorat, prend la forme d'une web application lisible sur un téléphone portable. Le texte apparaît, page après page, au fil du feuilletage d'écran par la lectrice ou le lecteur. Quelques interventions plus spécifiques sont requises, par exemple, frotter l'écran pour faire apparaître un texte caché. Mais la singularité la plus grande vient d'une personnalisation du texte de l'œuvre. Grâce à une capture d'image par l'appareil photo du téléphone et à une autorisation de géolocalisation, l'œuvre intègre des éléments géographiques et visuels de l'environnement même de la personne qui lit. L'environnement immédiat, qui est représenté à un moment charnière de l'histoire, des points de rendez-vous qui sont fixés dans des cafés ou restaurants se situant à proximité de la personne, resserre l'intrigue pour aspirer cette personne dans la fiction. Si cette mécanique de réalité augmentée fonctionne bien, c'est dans la possibilité d'injecter des portions de texte variables dans une trame établie que repose la singularité profonde de l'œuvre. La nature du texte numérique réside ici dans une modalité distincte, mais apparentée, dans son instabilité même, par sa capacité à se métamorphoser selon des paramètres ou des intrants donnés, de sorte qu'il n'accède jamais à une immobilité, à une pérennité que certains jugent pourtant rassurante. Questionner le texte numérique supposait d'abord de saisir ce qui, en amont, le définissait, cette gestation, cette processualité que l'on vient d'aborder. Comprendre comment ce texte participe de la discursivisation du monde par l'humain appelle aussi une prise en charge de son aval, à savoir son insertion dans un contexte, sa circulation, son effet. Il est commun de réduire la capacité d'un texte, d'une œuvre à faire sens à la somme des mots qu'il contient. Pourtant, autant l'histoire littéraire, avec la notion d'horizon d'attente chez Jauss, que la théorie des genres ont établi, du moins du côté des études littéraires, l'association intime entre la possibilité pour un texte de faire sens et l'inscription de celui-ci dans un contexte, dans un cadre interprétatif qui en balise la portée sémantique ou qui en autorise certaines lectures. Comment le texte fait-il sens? Quels sont les paramètres qui viennent guider les modalités de sa manifestation? Si la question a été largement considérée par les études littéraires, la transformation du contexte pour les textes numériques enjoint à poursuivre la réflexion à propos de cette question fondamentale de la performativité. La possibilité du texte numérique de faire sens est étroitement liée à sa capacité d'exister, entendue comme manifestation du texte de l'œuvre. On peut ici l'envisager rapidement sous deux facettes. La première concerne le versant visible et actif de la textualité numérique, celui qui engage le lecteur, la lectrice. Les mécanismes d'interactivité participent de cette conception de la performance, où la manifestation appelle une certaine manipulation. Des navigations dans des structures hypertextuelles, des boutons à activer, des choix à opérer, des pages à faire défiler. Les actions possibles sont quasi infinies et révèlent la nature de dispositif, on va prendre le terme de Philippe Hortel, de plusieurs œuvres numériques. Faisons l'impasse sur le débat théorique un peu inutile, élisant le lecteur comme possible auteur de ces textes, pour plutôt s'intéresser au réel impact de ces manipulations interactives qui se situent dans la nature textuelle du texte. Une textualité marquée par l'incomplétude, dans une relative instabilité, à la façon de Breathe, qu'on voyait tout à l'heure. De façon complémentaire, l'examen des modalités d'interactivité ramène au premier plan l'agentivité même de la lecture, prenant une coloration oscillant entre deux pôles, ce que le dispositif enjoint à faire et d'autre part, ce que le lecteur contribue à faire advenir. Appel à l'action d'une part, tourner les pages en Breathe, contribuer à une page Wikipédia. Participation à l'actualisation, à l'éditorialisation d'un texte d'autre part, donc réellement écrire sur la page Wikipédia ou produire un texte par un générateur. Passer à l'action pour le lecteur, la lectrice, n'est pas automatiquement remplacer la figure octoriale, mais bien être en interaction avec le dispositif
qu'est le texte numérique. À cette première facette de la performativité des textes numériques, qui est la plus fortement associée au support technologique, s'ajoute une facette plus fondamentale, mais autrement secouée et ramenée à l'avant-plan par ce contexte singulier. De quelle façon le texte numérique s'inscrit-il dans un contexte qui oriente son sens? Les repères, pour sûr, y sont moins bien établis. Fonction, pour une part, du niveau de littératie numérique, pour une autre part, de la lisibilité de l'environnement discursif. Pourtant, nous rappelle à juste titre Jean-Marie Scheffer, je cite, toute activité de textualisation s'inscrit dans le cadre d'un genre discursif spécifique déterminé pragmatiquement. C'est dire que toute situation définit l'interprétabilité des contenus discursifs qui y ont cours selon des règles internes propres ou héritées d'autres contextes. Les textes littéraires, à cet égard, sont immédiatement lisibles grâce à un référent plus large au sein duquel ils s'insèrent. Breathe s'apparente à des romans pour YA, pour Young Adults. Il s'inscrit dans le sillage des histoires de fantômes de tout format, tout en profitant de l'embrayeur de littérarité qu'est la dimension fictionnelle. Les modalités technologiques, elles, n'interfèrent pas dans sa lecture, mais au contraire la supportent, en accroissant par exemple la frayeur ressentie à la lecture. Ici, le contexte littéraire est plus déterminant pour la lecture que l'environnement sociotechnique. Pour ce qui est des textes littéraires générés, leur saisie peut être mitigée selon le cadre retenu. Lus comme textes littéraires, ils n'accusent aucunement leur nature numérique, qui se limite au support de transmission, une page web, un e-book. Si pourtant l'information de leur origine, de leur mode de production, se trouve révélée ou accessible, on peut postuler que cette donnée viendra entraver la lecture, en soulevant les enjeux d'octorialité, d'intentionnalité, de motivation, les habituels garants du sens pour un texte. Pour un texte, qu'il soit littéraire ou non, d'ailleurs. L'appartenance supputée du texte à un ensemble détermine ainsi profondément sa possibilité d'être décodé, d'être interprété. Cadré comme texte littéraire, le texte généré, on acceptera volontiers des écarts par rapport au langage ordinaire. C'est le jeu des figures de style, des métaphores. Présenté comme texte généré, on percevra toute irrégularité linguistique ou référentielle comme un vice ou un manquement de la machine. Cette dimension contextuelle ou la situation dans la sphère discursive joue lourdement dans le décodage des textes numériques. Une autre situation, celle de l'environnement de publication, intervient également dans la performance sémantique des textes numériques. Elle est étroitement associée à la sphère numérique l'idée de publication, que l'on doit entendre comme une mise à disposition publique d'un contenu. Les supports technologiques sont par définition des outils de publication par leur constitution même sous forme de réseaux ouverts et accessibles. Les textes numériques s'y inscrivent et sont de facto publiés. Plus encore, le caractère réduplicable des données numériques rend possible leur circulation. À une accessibilité quasi illimitée, se greffe ainsi la possibilité de republication, opérant souvent dans un contexte de curation, cette lecture anthologisante de contenu. Pensez notamment à ces lettres d'information repiquant des informations, des contenus qui sont disponibles sur divers sites, offrant une synthèse spécialisée sur un sujet. Cette pratique multiplie les contextes d'insertion et de lecture pour les textes numériques. Ces synthèses curatoriales les inscrivant dans différents circuits où ils pourront affirmer des aspects sémantiques moins prégnants ou être lisibles en fonction de cadres interprétatifs variés. Si cette pratique définit de nouveaux usages de lecture, elle constitue symétriquement, comme relais dans la circulation des textes, une forme éditoriale, par la redéfinition du cadre de lecture, certes, mais plus encore par une proposition de nouvelle énonciation des textes et par leur republication. C'est dire à quel point la situation contextuelle du texte numérique intervient dans sa capacité à faire sens. Situation entendue comme environnement médiatique et discursif, où le sens est influencé par le contexte au sein duquel s'insère le texte numérique, donc dans une relation plutôt verticale et passive,
mais aussi situation entendue comme positionnement du texte relativement à d'autres, dans une relation horizontale et ici active. La performativité du texte numérique mobilise ainsi diverses dimensions du dispositif et plusieurs niveaux de relation, témoignant de la complexité inhérente à sa manifestation dans l'espace public. Rapidement, pour conclure, la singularité des textes numériques est trop souvent associée à leur seule dimension immatérielle ou interactive. Ces caractéristiques apparentes qui déterminent pourtant profondément des modalités d'interaction avec les textes entre le caractère concret de l'objet et les manipulations à opérer pour accéder au contenu. Si l'évanescence des textes numériques suggère la remise en question de leur capacité à convoyer du sens, à construire un propos, éventuellement à faire œuvre, cette nature se révèle pourtant plus complexe à saisir et donc à décrire. La consolidation de cette saisie par la prise en compte de la processualité du texte numérique et de sa performativité offre une perspective holistique sur cette pratique, de sorte que la dimension construite du dispositif, autant que la force réticulaire de la manifestation publique du texte numérique, témoignent de rapports actifs entre la capacité du texte à signifier et le caractère actif des gestes à portée interprétative. On s'entende bien au sortir de cette réflexion, il ne s'agit pas de remettre en question le postulat du texte perçu comme unité sémantique dans le sillage de Benveniste et des travaux en analyse du discours. Au contraire, les pistes identifiées ici paraissent des ajouts nécessaires pour bien articuler les possibilités des textualités numériques. Ces dimensions ne sont pas tant nouvelles qu'elles réactivent des modalités déjà présentes dans le texte analogique, mais invisibilisées par des usages rédactionnels et éditoriaux cristallisés dans les pratiques de la graphosphère. Les textes générés, les écritures wiki et les œuvres littéraires numériques contribuent ainsi à réactiver les paramètres consensualisés d'écriture et de publication des textes, à les questionner et à réaffirmer leur caractère dynamique autant que complexe. Je vous remercie de votre attention.